Il expose le droit du justicier. Une émission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, entrez dans le monde de la justice avec Adams Malaika. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Injusticia. Aujourd'hui, je vais vous parler de le harcèlement sexuel. En effet, il n'est pas rare de constater dans nos institutions l'existence de propositions de services à caractère sexuel aux employés, surtout aux femmes. Ainsi, l'employé est tenu de satisfaire les désirs sexuels de son supérieur hiérarchique au risque de voir privé de certains avantages inhérents à sa fonction. Quelle pression psychologique sur les femmes! Après avoir été victime de cette pratique, la loi du silence est imposée à la femme. C'est à la victime de ne pas faire de vagues, de ne pas détruire la famille, le couple, l'institution, la réputation ou la carrière de l'agresseur, d'être compréhensive, d'être gentille, de comprendre que ce n'est pas si grave, il y a pire ailleurs. Là où se trouve le paradoxe, c'est qu'aucune humiliation ne peut égaler le fait pour un homme de savoir que sa femme, sa sœur, sa mère, sa grand-mère ou sa famille a été violée. Harcèlement sexuel est le fait pour quelqu'un de donner les ordres, d'user des paroles, des gestes, des cris, de messages, et c'est de façon répétée de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen aux fins d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination de faveur de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers contre la volonté de la personne harcelée. Le harcèlement sexuel est donc une violation fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui peuvent se produire non seulement sur les lieux du travail, mais aussi dans tout autre lieu. Le harcèlement sexuel peut se manifester notamment par des promesses de récompenses implicites ou explicites faites dans le but d'obtenir un accord quant à une demande de caractère sexuel, des menaces de représailles implicites ou explicites qu'elles se concrétisent ou non, faites dans le but d'obtenir un accord quant à une demande de caractère sexuel ou faites à la suite d'un refus d'acquiescer à une telle demande, des remarques ou des comportements à connotation sexuelle qui peuvent raisonnablement être perçus comme créant un environnement négatif d'études ou de travail, la sollicitation des faveurs sexuelles non désirées, les commentaires inappropriés d'ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la personne, des regards concupiscents, notamment dirigés vers le parti sexuel de la femme. Il est à noter que les hommes peuvent aussi être victimes de harcèlement sexuel. Merci de dénoncer les harceleurs auprès des autorités compétentes afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Nous parlerons aujourd'hui du harcèlement au travail, harcèlement professionnel bien sûr, avec nos invités, Maître Jean Miema et Maître Séraphin Kouété, tous avocats au barreau du Haut-Katanga, qui nous décortiqueront ces thèmes en long et en large. Alors, Maître Jean Miema, bienvenue dans Injusticia. Merci beaucoup. Maître Séraphin Kouété, bienvenue dans Injusticia. Merci, madame. Nous parlerons aujourd'hui du harcèlement au travail, un thème qui nous trouble en ces moments, beaucoup plus de femmes qui en sont victimes. J'aimerais un peu savoir, c'est quoi un harcèlement au travail, Maître Jean Miema? Merci beaucoup, madame Adams Malaika, pour la question et aussi pour le thème qui est en même temps d'actualité et qui fait couler vraiment de l'encre dans le monde
du travail, dans le monde social et partout ailleurs. Nous sommes contents de pouvoir échanger sur ça et nous pouvons aller directement à la question que vous nous avez demandée par rapport à l'harcèlement en milieu professionnel. Nous avions estimé que, avant de parler d'abord des milieux professionnels, il serait mieux de comprendre d'abord le mot harcèlement en question. L'harcèlement, c'est un comportement répété tendant à nuire ou à dénigrer une autre personne ou qui a pour objectif de dénigrer quelqu'un ou de dévaloriser quelqu'un ou tendant aux fins d'obtenir des satisfactions sexuelles s'il s'agissait entre guillemets de violences, de l'harcèlement plutôt sexuel. Mais plutôt d'abord, le mot harcèlement, il s'agit d'un comportement qui n'est pas bon, un comportement inapproprié qui se vit en milieu social. Voilà, Maître Kouété, quelles sont les situations caractéristiques et les causes de harcèlement au travail, selon la loi et selon vous personnellement? Merci beaucoup, madame, pour la question que vous m'avez posée. À la lumière de tout ce que nous connaissons par nous-mêmes et de l'expérience que nous avons vécue, les situations qui caractérisent le harcèlement en milieu professionnel sont divergentes et cela dépend d'un milieu à un autre et ça dépend aussi d'un travail à un autre. Je m'en vais tout droit vous répondre que parmi les quelques caractéristiques et l'harcèlement dont nous connaissons la plupart des personnes, est caractérisé par les comportements d'un chef, d'un supérieur envers les gens et les personnes qui sont sous ses ordres. Maître Mima, comment, selon vous, quelles sont les situations qui caractérisent bien sûr cette situation et quelles sont les causes du harcèlement au travail? Ok, merci, madame. Est-ce qu'il s'agit juste d'un supérieur à... Oui, comme les confrères ont essayé de le dire, donc ça englobe au moins plusieurs éléments qui entrent en jeu. Parce que le harcèlement, c'est de tous les deux côtés. Ça peut être un travailleur, ça peut être aussi l'employé, ça peut être les collègues entre eux. Oui. Donc ça peut être aussi même un client qui vient du dehors, qui entre dans votre, par exemple, milieu de travail. Donc c'est cette globalité-là qui donne les caractéristiques de l'harcèlement. Mais on peut en citer quelques-uns. On peut parler de la répétition des actes. Les actes là que nous avions estimés que sont les actes inappropriés, les actes dénigrants, humiliants. Ce sont ces actes-là qui caractérisent, qu'on peut circonscrire. Quels sont ces actes? Voilà. Par exemple, les attouchements en milieu de travail, entre les travailleurs ou entre l'employé et les insultes, les injures, les surcharges parfois au travail avec certains des employés. Il y a un autre, on lui donne plus du travail qu'il ne paie. Manque de temps, manque de repos par exemple dans un travail. Donc il y a plusieurs éléments qui entrent. Ouais, la pression et tout ça. Voilà ce qui fait en sorte qu'on puisse déterminer les caractéristiques de l'harcèlement. Alors, comment se défendre contre les harcèlements au travail? Pour se défendre contre le harcèlement au travail, il y a plusieurs moyens qui entrent en jeu. D'abord, c'est avoir ce courage-là de dire non à quelque chose. Déjà, en tant qu'humain, lorsque on vient vers vous avec un comportement qui n'est pas bien, vous êtes en droit de le refuser. Le droit du travail reconnaît au moins à ce que chaque personne ait son travail. Mais lorsqu'il y a un travail qui ne vous met pas dans les conditions où vous êtes à l'égalité avec les autres travailleurs, déjà vous trouvez que c'est déjà un harcèlement. Vous pouvez dénoncer ce genre de comportement, vous pouvez recourir, si par exemple c'est entre les collègues, vous pouvez recourir à l'autorité qui gère l'entreprise ou qui gère la société
Encore moins si c'est de l'autorité à ces travailleurs. Il y a toujours ce qu'on appelle dans les milieux du travail, les syndicats des travailleurs. Il y a vraiment les mesures qui sont prises pour lesquelles l'employé ou toute autre personne qui est harcelée ou la victime peut saisir pour se plaindre. Et en dehors de ça, la loi a mis en place une procédure selon laquelle si cet harcèlement a survenu ou est survenu sur les lieux de travail, ça doit être porté par exemple à l'inspection du travail. Vous allez dénoncer par rapport au comportement et l'inspection du travail va faire appel entre l'employé et vous pour essayer de remettre les histoires au clair. Si ça ne tient pas et que le comportement, comme on a bien défini dès le départ, que l'harcèlement, il s'agit d'un comportement répété. Si ça se répète et que vous trouvez que ce monsieur c'est un récidiviste, vous pouvez saisir le tribunal. Le tribunal du travail. Le tribunal du travail, bien sûr, pour que vos droits soient rétablis. Alors, il y a des difficultés aussi peut-être à l'égard des travailleurs qui fait en sorte que certaines actions ne soient plus intentées ou initiées, peut-être pour des raisons que nous-mêmes on ne connaît pas trop, mais au moins on peut énumérer aussi quelques-uns. Vous trouverez quelqu'un qui est à son milieu du travail, mais il refuse par exemple de porter plainte parce qu'il sait que si je le fais, je vais perdre mon travail. En ce moment-là, il se trouve lui-même à la difficulté de réclamer ses droits ou de dire non à quelque chose. C'est voilà, dans ce sens-là, on dit qu'il y a beaucoup d'abus, beaucoup d'atteintes, beaucoup d'harcèlement dans le milieu professionnel pour lesquels les travailleurs ou les employés n'arrivent pas à dénoncer. Mais le seul moyen pour se défendre contre l'harcèlement, c'est de dénoncer. Ou prendre encore d'autres moyens pour collecter les éléments qui peuvent caractériser, les preuves pour faire valoir ce qui est votre droit. Ouais. Maître Kouete, comment reconnaître un harceleur? Merci beaucoup, madame. Nous reconnaissons les harceleurs, soit un harceleur, c'est notamment par les actes. Parce que, tel que je suis assis avec vous en face de vous, on parle bien sûr d'un harcèlement professionnel en milieu de travail. Nous sommes sans ignorer que vous êtes en votre lieu de travail, vous êtes en train de travailler. Tel que je suis là, vous ne saurez pas, donc on ne saura pas déterminer si je suis harceleur ou pas. Mais c'est au travers des signes psychologiques. Des signes, des actes qui peuvent nous pousser à déterminer, à reconnaître que réellement c'est un harceleur. Et parmi ces signes, parce que l'harcèlement demande des actes répétitifs et les attouchements et tout, les regards aussi peuvent être un harcèlement. Les regards prolongés. Aussi les regards par les harcèlements par un regard prolongé. Et à part les regards, il y a les paroles et les propos. Ça peut être aussi un harcèlement. On peut reconnaître qu'un harceleur par ses propos et ses paroles, quelqu'un qui a toujours tendance à humilier, dégrader ceux qui sont à son entourage, les collègues, les partenaires et tout. Et tout ça pour quel but? Dans les buts généralement, le harcèlement a pour but, quand quelqu'un vous harcèle, c'est dans le but de vous humilier, de vous montrer qu'il est plus fort que vous. C'est ça le but et l'intention. Et qui pousse, qui peuvent nous pousser à déterminer que tel ou tel est un harceleur. Merci. Maître Miema, est-ce qu'il y a une différence entre le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel? Oui, certes, il y a une différence, mais aussi, il y a aussi une nuance qu'on peut relever là-dedans. Parce que l'harcèlement sexuel a toujours les conséquences psychologiques. Mais l'harcèlement psychologique n'a pas toujours les conséquences sur les conséquences sexuelles. Alors, on peut dire qu'il y a une différence, mais aussi on peut dire qu'il y a une nuance à déterminer là-dedans. Parce que, comme je venais de le dire, l'harcèlement sexuel incombe ou fait appel à tout ce qu'on connaît, des actes sexuels, les actes qui poussent l'autre à libérer la sexualité, ou les actes qui poussent l'autre à satisfaire l'autre par ses désirs sexuels sans en avoir l'intention.
Tel que nous sommes là, c'est un exemple, je dis, bon madame, voici ça. Je suis en train de vous pousser ou vous stimuler à faire quelque chose, soit pour mon intérêt, soit pour l'intérêt d'une tierce personne. Vous voyez? Là, c'est déjà dans le cadre de l'harcèlement sexuel. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de l'harcèlement moral, beaucoup plus ça renvoie au comportement qui se passe dans le milieu, par exemple, travailleur. Dans le milieu du travail, il se fait des choses par des propos, par des actes, des surcharges, des pressions, des heures supplémentaires non programmées. Donc, il y a toujours des histoires qui se passent qui font en sorte que la personne se sente dans des conditions, soit parfois même de rompre un contrat. J'ai vu quelqu'un rompre un contrat à cause de la pression, à cause des propos, qui chaque fois ça revient toujours, tellement que ça l'affecte et qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a décidé de démissionner. Ce n'est pas vraiment de son propre gré, mais il l'a fait parce que il y a des propos, il y a des mots, il y a des choses qui choquent. Ça, c'est vraiment de l'harcèlement psychologique et moral. Mais c'est vraiment différent. Mais la petite nuance, c'est celle que j'ai soulevée là. Donc, dans l'harcèlement psychologique, quand on viole un enfant, ça reste dans la mémoire, ça reste dans l'esprit. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un traitement psychologique ou mental pour ceux qui sont dans ces domaines, ils savent comment ça se passe. Il faut qu'il y ait un suivi pour faire insérer la personne dans son milieu. Y a-t-il des conséquences, à part les conséquences psychologiques, contre... Par rapport... revenons des harcèlements au travail. Oui, je venais de donner même l'exemple. Lorsqu'il s'agit d'un harcèlement psychologique, l'auteur de l'harcèlement, il a un but qu'il suit. Par exemple, il veut à tout prix que le monsieur quitte le boulot. Mais il sait aussi que si je le fais partir de force, il y aura des conséquences sur la rupture du contrat. Voilà. Je préfère poser les actes pour que la personne démissionne, par exemple. Vous voyez? Déjà, c'est déjà une conséquence sociale ou psychologique. Donc la personne est arrivée à démissionner. Au tort de l'employeur. Mais sans pour autant les déterminer. Vous ne pouvez pas les démontrer facilement comme ça que non, bon, si j'ai démissionné, c'est parce qu'on m'a dit tel ou tel autre mot, non. Mais comment les démontrer? Quelles sont les preuves? Voilà, là peut-être il s'agit, comme je l'ai dit au début, c'est tous les moyens de droit sont bons pour que la victime détermine qu'il a été harcelé jusqu'à obtenir... Oui, mais quels sont ces moyens qu'on peut utiliser pour prouver que j'ai été bel et bien harcelé? Oui. Je peux essayer d'illustrer l'exemple d'une personne qui est au travail. Il a tellement traîné dans son poste, dans son milieu professionnel. Alors, il se fait que chaque fois, on lui interpelle sur quelque chose ou une faute que lui-même n'a pas commise. L'autre personne a commis une faute et lui, c'est lui qui est interpellé. Pourtant, ce n'est pas lui le responsable. Donc, on les met toujours devant un fait accompli, pourvu qu'il puisse décider un jour qu'il se trouve embarrassant, qu'il se retrouve au bout. Et à ce moment, la personne peut prendre une décision, bonne ou mauvaise par exemple. Lorsque la personne, au moment où on donne les salaires et que la personne n'est pas servie comme tout le monde, parce que dans la définition, on fait aussi allusion à l'isolement. Par exemple, c'est le temps des réunions, tout le monde entre à la réunion, mais toi, on t'écarte. C'est un harcèlement. On sert tout le monde, on paye tout le monde à telle date. À ton tour, on te dit non, toi, tu viendras prendre tel ou tel autre. C'est un harcèlement. Donc tout ça, ça a toujours une répercussion qui peut pousser une personne à prendre une telle ou telle autre décision, qui peut soit être bonne, soit être mauvaise, mais au moins, à la base ou au soubassement, il y a toujours un comportement, soit c'est de l'employeur, soit c'est de l'employé qui pousse l'autre à poser ou à recevoir les effets de l'harcèlement. Maître Kouité, quelles sont les preuves qu'on peut réunir pour présenter au tribunal du travail ou à l'inspection du travail qu'on ait été bel et bien harcelé? Oui, madame, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, et les confrères ont souligné qu'en matière d'harcèlement, on peut l'éprouver par toute voie des droits. Donc, par une preuve testimoniale, on peut prouver le harcèlement. Les autres collègues à côté peuvent témoigner. Mais est-ce possible? Parce que
aujourd'hui, on se retrouve que avec les dirigeants d'entreprises congolaises et tout, lorsqu'un chef est auteur d'un harcèlement, on ne peut pas les dénoncer parce qu'on va perdre le travail. Donc déjà, on peut exclure l'aspect de la preuve testimoniale parce que les autres collègues seront toujours appelés ils seront toujours réticents pour protéger leur travail. Ouais. Mais en dehors de la preuve testimoniale, il y a aussi les preuves, par exemple, la preuve écrite. On peut évoquer dans les cas sous examen les messages écrits, les captures d'écran, parce que le harcèlement dont il est question n'est pas seulement physique, il peut être aussi par des propos, il peut se tenir par des propos, des paroles et tout. Et ces paroles, on peut vous les tenir en direct, en face, ou soit par écrit, par message. Donc on peut présenter les preuves, parce qu'aujourd'hui, déjà, les captures d'écran, les messages électroniques sont régis par les codes numériques. L'enregistrement discret aussi. Oui, sont maintenant régis par les codes du numérique qui a été promulgué en République démocratique du Congo. Donc on peut les prouver aussi par des messages électroniques, par des appels, l'enregistrement, tout. Merci. Quelles sont les indemnités auxquelles peuvent prétendre les salariés harcelés? La loi les prévoit? Les indemnités, sachez d'abord que déjà la législation congolaise, les droits congolais n'a pas explicitement prévu une procédure explicite en matière de harcèlement. Seulement qu'on se réfère au droit commun en matière de harcèlement. On voit les droits du travail, n'importe quel litige du travail. Pour déboucher à une indemnité ou quoi que ce soit, il faut passer par un jugement. Donc passer par exemple par une conciliation en saisissant l'inspecteur du travail. Ce n'est qu'après que le litige soit tranché qu'on peut postuler à une indemnité en termes de dommages et intérêts. Parce que généralement, lorsqu'un travailleur arrive à dénoncer son employeur, il perd catégoriquement son travail. En RDC, c'est le cas. Donc, après avoir perdu son travail, on peut postuler des indemnités en termes de dommages et intérêts, une somme d'argent compensatoire, et voilà. Merci. Y a-t-il des conséquences en cette matière? Il y a de lourdes conséquences, et elles sont pour la plupart psychologiques. Injustice en continu, nous sommes toujours en train de parler du harcèlement au travail avec comme invité Maître Jean Mima et Maître Séraphin Kouété, tous avocats au barreau du Haut-Katanga. Alors, Maître Mima, oui. Qui sont les personnes les plus touchées pour le harcèlement? Est-ce que ce sont des hommes ou ce sont des femmes? Merci, Madame Adams. Face à cette question, moi, je l'ai toujours dit qu'en matière d'harcèlement, il y a une difficulté énorme avant de déterminer la catégorie des personnes touchées par le harcèlement. Généralement, moi, j'ai toujours classé d'abord comment mode on peut déterminer par rapport aux catégories de travailleurs. Avant d'arriver au sexe, on peut déterminer à partir des catégories de travailleurs. Les travailleurs manœuvrés ou les sous-employés, les employés ordinaires dans une société, tous, ils sont beaucoup plus exposés à l'harcèlement. Parce qu'il s'agit de l'harcèlement moral. Tous sont exposés à l'harcèlement. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'un harcèlement sexuel, plus les femmes sont exposées que les hommes par rapport à l'harcèlement sexuel. Mais par rapport à l'harcèlement moral, vraiment, l'ensemble des travailleurs sont beaucoup plus exposés. Voilà. Alors, comment et par quels moyens faire la sensibilisation pour faire comprendre aux employés quels sont les signes de harcèlement? Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Merci beaucoup. C'est un problème alors majeur qu'on a toujours souhaité
et la sensibilisation. La sensibilisation devrait comporter à ce qu'on appelle les ateliers, les conférences, des formations, des encadrements, des réglementations et aussi un environnement propre pour un cadre de travail bien déterminé. Parce que si dans une société, et qu'il y a du laisser-aller, donc on peut voir un habit, on tolère, on accepte cet environnement. Donc ça va devenir une répétition et ça aura l'impact et ce comportement va s'aggraver, va grandir jusqu'à telle enseigne que ça va prendre de l'ampleur. Mais si beaucoup plus on a l'information et on a la formation, vraiment, ça sera un moyen le plus adéquat pour diminuer, parce qu'on ne sait pas dire terminer le harcèlement dans ces milieux, mais au moins diminuer sensiblement les harcèlements. Pourquoi? Parce qu'il se fait que beaucoup de gens ne savent pas leurs droits. Pour les autres, le travail, c'est comme un cadeau. Pour les autres, le travail, c'est comme une faveur. Pourtant, si vous lisez dans l'article 36 de la Constitution, la loi prévoit, la Constitution prévoit que le droit à un travail, c'est reconnu, c'est un droit fondamental lié à la personne. On a le droit de travailler. Et le fait d'aller travailler dans une entreprise, dans une société, ne fait pas de vous un sous-homme pour lesquels on va commencer à vous maltraiter, on doit commencer à poser les actes inappropriés ou aller jusqu'à obtenir les actes de violence. C'est ce que nous n'arrivons pas à admettre, mais pour éradiquer la situation, vraiment, il faut passer à la sensibilisation. Il faut sensibiliser, former, informer. Souvent, il y a un adage qui dit un droit qui n'est pas réclamé, c'est qu'il n'existe pas. Mais on ne peut pas aussi réclamer un droit si on ne le connaît pas. C'est ça. Il faut qu'on connaisse un droit et puis on va le réclamer. Si vous savez que le droit au travail, c'est un droit pour vous, vous devez le réclamer. Vous devez dire non à quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce qu'on peut dire que les blagues exagérées au travail peuvent faire l'objet du harcèlement? Moi, je dirais oui et non. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que vous êtes, je suppose, vous êtes femme mariée. Alors, je ne peux pas me voir, vous, femme mariée, dans un milieu du travail, avec votre chef, en train de jouer les jeux de main. Parce que vous blaguez, ça ne s'explique pas. Ça ne pourra pas s'expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes marié. L'homme est marié, la femme est mariée. Le mariage dans notre pays, il est monogamique. Donc, on suppose que vous avez votre femme à la maison pour lesquels vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et si vous avez les actes, les jeux, les blagues qui dépassent les limites, dépasser les limites, par exemple, je prends toujours les cadres de l'harcèlement sexuel, aller jusqu'aux attouchements, toucher quelqu'un ou tenir les propos sensibles ou excitants, si je peux le dire comme ça. Et les blagues qui ont trait au sexe? Au sexe, oui, bien sûr. Donc, les propos, l'intention pour l'harceleur, c'est de vous amener à consentir quelque chose que vous ne voulez pas. Vous êtes marié, vous avez un homme, si vous avez vos désirs, c'est avec votre mari. Mais quand une personne tierce utilise les propos, les mots qui vous poussent à obtenir un sentiment que vous n'avez pas, que vous ne désirez pas, c'est déjà un harcèlement. Et cela, ça peut être pour votre intérêt, vous-même, l'harceleur, soit pour une tierce personne. Comme nous sommes avec les confrères, j'ai dit à mon confrère, voilà, cette dame-là, je vais parler pour vous, en sorte que je commence à tenir les propos ou à parler des choses pour vous pousser à faire satisfaire mon confrère au désir sexuel. C'est déjà de l'harcèlement. Maître, écoutez, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé sur ces thèmes des droits, les harcèlements professionnels? Merci beaucoup, madame. Pour clore, nous disons qu'à ce jour, beaucoup de travailleurs congolais, beaucoup de professionnels congolais font face au harcèlement dans les milieux professionnels. Pour prévenir, ou soit pour prévenir les harcèlements sexuels, il faudrait essentiellement mettre en place des mesures préventives et des sanctions à l'encontre des auteurs de ces genres de comportements. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a toujours dit,
les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mettre en place les mesures préventives, ça peut commencer par des conseils, des campagnes de sensibilisation. Vous pouvez sensibiliser les gens, les chefs d'entreprise et les collègues sur les harcèlements. Mais s'ils n'arrivent pas toujours à tempérer les mesures préventives qui sont là, c'est mettre toujours à pratiquer, à appliquer ce genre de comportements qui font référence au harcèlement et tout. Il faudrait sanctionner ces gens-là, la mise en place de mesures préventives et des sanctions, parce que aujourd'hui, les harcèlements en milieu professionnel n'est pas sanctionné comme il faut. Il y a bien sûr des sanctions civiles, des sanctions disciplinaires, et les codes sur le plan pénal, notre code pénal aujourd'hui ne prévoit et ne punit que les harcèlements sexuels. Donc les harcèlements sexuels qui peuvent se passer, pas seulement dans les milieux professionnels, même dans tout autre milieu, les codes pénals réprimandent ces harcèlements-là. Mais généralement, les harcèlements en milieu professionnel est sanctionné par la rupture du contrat. Mais la rupture du contrat profite à qui? Est-ce que ça profite à la victime? Non. Donc c'est la victime elle-même qui perd le travail et ça a des conséquences économiques, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pourquoi ces sanctions-là ne suffisent pas. Oui. Si c'est un harcèlement entre collègues, on comprendrait que la victime peut dénoncer à l'autorité supérieure et hiérarchique et autour de l'autorité hiérarchique d'appliquer des sanctions telles que prévues par les codes du travail, les blâmes à l'encontre du collègue qui a harcelé son autre collègue et tout. Mais si quand il s'agit du patron, ou soit de l'autorité hiérarchique elle-même, donc le harcèlement est sanctionné par la rupture du contrat et c'est la victime elle-même qui perd, ce n'est pas l'auteur qui perd. Donc il faudrait qu'il y ait la mise en place des sanctions et des mesures préventives pour lutter contre le harcèlement dans les milieux professionnels. Merci beaucoup, madame. Merci, Maître Mioma. Oui, merci. Quel serait votre résumé par rapport à ces thèmes? Comme l'a si dur notre confrère, Maître Séraphin Kouété, nous disons que en République démocratique du Congo, tout comme dans tous les pays du monde, il y a ces phénomènes qui prennent de l'ampleur à tous les niveaux. Alors cette fois-ci, nous avions fait la particularité en milieu professionnel. Alors je venais à peine de dire que les droits, il s'agit d'un travail. Les droits, il est droit lorsqu'on sait les réclamer. Je voulais à moi dire que tout le monde doit savoir, tous ceux qui sont dans le milieu professionnel, tous ceux qui sont dans le milieu du travail, ils doivent savoir que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit et ils doivent l'exercer librement, en toute sécurité. Et la loi en République démocratique du Congo, partant de la Constitution même aux lois ordinaires, on a prévu des mécanismes qui sanctionnent les harcèlements. Que ce soit le harcèlement sexuel, que ce soit le harcèlement en milieu du travail. Seulement qu'il y a beaucoup d'ignorance en milieu professionnel. Beaucoup de gens ne savent pas réclamer ou dire non à un comportement qui n'est pas bon. Parfois, les autres préfèrent cette heure pour garder son emploi, comme le confrère a dit. Mais en se taisant, vous vous faites mal vous-même. Vous faites mal vous-même et vous faites mal à la société. Parce que ce comportement grandit et non seulement c'est vous qui avez été harcelé, un jour ça sera votre enfant. Alors pour prévenir à ça, il faut prendre des dispositions nécessaires. Il faut limiter ces comportements. Il faut dénoncer. Par contre, lorsque vous dénoncez et que la loi a prévu les mécanismes d'indemnité, et si ça arrive que le contrat peut se rompre, prenez à vous la conscience que vous devez faire le suivi, on peut vous donner les dommages, intérêts. Et la loi même a la possibilité de garantir quelqu'un dans son milieu du travail. Je peux dénoncer un comportement qui n'est pas bon. Si vous me renvoyez sans motif valable, je ne peux pas partir. Soit je peux saisir les instances à ce qu'on puisse me retourner dans mon droit ou dans mon travail.
Mais si cela devient ou ça devient un peu désagréable, vous pouvez demander une démission, vous pouvez poser les actes au moins qui vont dans le cadre de sécuriser votre dignité, votre honneur. Le travail, ce n'est pas de l'esclavage. Nous ne sommes plus dans l'époque où les travailleurs étaient soumis aux corvées, mais pour le moment, le travail, c'est un droit qu'on doit défendre. Le travail, c'est un droit qu'on doit sécuriser. Et les travailleurs doivent être protégés comme la loi le dit. Tout le monde a droit à bénéficier à une protection au travail. C'est ce que nous pouvons dire d'une manière brève. Et nous sensibilisons même en ce même temps tous les employés et les travailleurs à ce que les employés prennent leurs responsabilités en organisant les ateliers, les formations et tout autre moyen de prévention, en mettant des sanctions rigoureuses à l'égard des harceleurs et assurer la protection pour les victimes de l'harcèlement moral ou en milieu professionnel. Vous avez dit. Merci maître. Comment traduirez-vous l'adage Neminem laedere? Ne lésez personne. Merci, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Nous avons eu à parler du harcèlement au travail ou harcèlement professionnel avec maître Jean Mema et maître Séraphin Kouété, avocat au barreau du Haut-Katanga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous retrouve très prochainement. C'était Injusticia avec Adams Malaika. Ciao. Des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia.